Si quelqu'un a une question, s'il n'a pas compris quelque chose. Oui, monsieur, j'ai une question. Oui, oui, dis-moi. Euh, j'ai une question dans la théorème de Gauss. On a Oui, dit que A divisé B, C, euh, et A et B sont premiers entre eux. Alors, A divise C. Et exact. pourquoi ne dit pas A, alors A divise C et A divise B. آه، كنعرفوا أن B و C كنعرفوا أن لو برودوي يعني كوميتاتيف. علاش ما Oui, كنقولوها؟ علاش ما تنقولوش A divise B؟ علاش ما كنقولوش A ديفيز B و A ديفيز C et A ديفيز C دونك Oui, بلوغال كامل. parce que déjà, dans les hypothèses, nous avons A premier avec B. L'hypothèse principale dans le théorème de Gauss, A est le premier avec B. Donc, on ne peut pas dire que A divise B. Parce que parmi les hypothèses, il y a A premier avec B. Ah حتى oui, وإلا درنا A avec premier avec C عاد ديك الساعة نقدرو نديرو داكشي اللي Bien قالتي. sûr, oui, bien sûr. Si A voilà. divise, si A est premier avec C, à ce moment-là, A ne peut pas diviser C, il va diviser B. Ouais. Si A n'est pas premier ni avec A, ni avec B, ni avec C, on ne peut rien dire. L'exemple, par exemple, vous avez 6 qui divise 3 fois 4. Oui. 3 fois 4, c'est 12. Et donc, nous savons que 6 divise 12. Donc, 6 divise 3 fois 4. Est-ce que 6 divise 3? Non. Est-ce que 6 divise 4? Non. Parce que l'hypothèse importante, c'est que 6 ni premier avec 3, ni premier avec 4. Donc, toujours dans le théorème de Gauss, il faut faire attention. Il faut vérifier, avant de dire quelque chose, il faut vérifier est-ce que A est premier avec B ou A est le premier avec C. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci, j'ai compris. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, j'ai une question. Oui, dis-moi. Dans la congruence des puissances, lorsque A congrue à B modulo n, on fait la puissance. On peut on peut faire l'inverse. C'est-à-dire Euh, on a maintenant A au carré, A, A, oui, oui, A au carré congrue B au carré modulo n. On oui. fait après 2 à la puissance A congrue à 2 à la puissance B modulo n. Euh, la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire, si vous avez A au carré congru à B au carré, modulo n, est-ce qu'on peut dire que A est congru à B, modulo n? C'est ça la question. Non. Non, Est-ce c'est que, la puissance, oui, leur dit comme un nombre. oui, alors, donne-moi, répète ce que vous avez dit pour bien comprendre. Qu'est-ce que vous On a cherchez? A à la puissance K congrue à B à la puissance K modulo n. Oui, On fait, après, on fait K à la puissance A congrue à K à la puissance non, B. non, 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 non. C'est joli si, D'accord. si c'est vrai, mais la plupart des formules, toujours, avant de les utiliser, il faut s'assurer qu'ils sont vrais. Bien sûr, si c'est une formule au cours, vous pouvez l'utiliser toujours. Mais si vous avez une idée d'une formule comme ça, vous n'avez pas vu quelque part, il ne faut pas l'utiliser avant de la vérifier. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, mais normalement, les formules qui marchent, ils sont déjà dans la littérature. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seules formules. Si vous pensez à une autre formule, il faut la vérifier avant de l'appliquer. Parce que pour dire que A à la puissance K congrue à B à la puissance K, est-ce que K à la puissance A est congrue à B à la puissance K et K à la puissance B? Il faut rapidement chercher un contre-exemple. Comme ça, vous allez être sûr que ce n'est pas vrai.
Voilà. Donc, Merci. tu peux, pour la prochaine fois, tu peux chercher un contre-exemple. C'est-à-dire, D'accord. vous avez la première chose, mais la deuxième n'est pas vraie. Alors, on va continuer nos exercices. J'espère que vous avez la série devant vos yeux. Et donc, on va aller à l'exercice 3. Parce que nous avons fait les deux exercices, les deux premiers exercices. Alors maintenant, on va aller à la question 3. Alors, dans la question 3, j'ai donné une mauvaise réponse parce que je n'ai pas bien noté les conditions. Dans ces conditions, nous avons A avec B ne sont pas premiers entre eux. On suppose que leur plus grand diviseur commun, c'est C. Et on suppose aussi que D avec B, ils sont premiers entre eux. Et donc, qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer le plus grand diviseur commun de DA avec B. Alors là, on peut remarquer une chose tout d'abord. Si on utilise le cours, on va pouvoir raisonner rapidement. Quels sont les résultats du cours qu'on peut utiliser dans cet exercice? Un résultat qui dit la chose suivante. Si B est premier avec A et B premier avec D, alors B va être premier avec AD. Ça, c'est un résultat du cours. La démonstration, vous l'avez aussi dans le cours. Je dis que si B est le premier avec deux nombres, il est premier avec A et avec D, il va être premier avec leur produit. Est-ce que vous avez saisi ce résultat? Oui. Voilà, ça c'est le premier résultat qu'on va utiliser. Le deuxième résultat, lorsque vous cherchez le plus grand diviseur commun, si vous avez un nombre en facteur, c'est-à-dire si vous cherchez le plus grand diviseur commun de KA avec KB, KA avec KB, vous pouvez factoriser par K. C'est-à-dire le plus grand diviseur commun de KA et KB, c'est exactement K multiplié par le plus grand diviseur commun de AB. Ça, c'est un autre résultat que nous avons vu dans le cours. Alors, Monsieur, s'il vous plaît, tu Oui, vas répéter la dernière chose? d'accord. Alors, j'ai dit, parmi les résultats du cours, si vous avez à calculer le plus grand diviseur commun de deux nombres, qui sont faits de la manière suivante, K fois A et K fois B. Vous voyez, on veut calculer le plus grand diviseur commun de KA et de KB. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces deux nombres? Il y a un élément en facteur, c'est K. Alors, il y a un résultat du cours qui vous dit que vous pouvez factoriser avec K. C'est-à-dire le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, KA, KB, c'est la même chose que si vous multipliez K par le plus grand diviseur commun de A et B. C'est une factorisation qui est correcte. Voilà le deuxième résultat. Si vous connaissez ces deux résultats, on va faire la démonstration rapidement de cet exercice. Alors, je répète le deuxième résultat. Est-ce que vous le connaissez ou bien vous le notez? Vous allez le revoir dans le cours. Le plus grand diviseur commun de KA et de KB, c'est exactement égal à K multiplié par le plus grand diviseur commun de A et B. C'est-à-dire on peut toujours, dans le calcul du plus grand diviseur commun, factoriser par, s'il y a un entier en facteur, on peut le factoriser. Alors, est-ce que vous avez compris ceci? Ou bien vous n'avez pas compris? Non, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Très bien. J'ai compris. Très bien. Donc, avec ces deux résultats, on va aller rapidement dans la démonstration de la question 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque A et B ne sont pas premiers entre eux, A et B, ils ont un plus grand diviseur commun, c'est C. Donc, chaque fois que vous avez un plus grand diviseur commun, qu'est-ce qu'on va faire? On va exprimer A et B en fonction de C. Oui. Voilà. Donc, on va dire que A Égal à C fois est égal à C fois A',
et B est égal à C fois B'. Vous notez ça. Et donc, on va aller directement au calcul demandé, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun de DA et de B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer A et B par leur expression. Donc, au lieu d'écrire DA, on va écrire DA'K. Et au lieu d'écrire B, on va écrire B'K. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette écriture, dans cette nouvelle écriture? Il y a un facteur commun, c'est K. Donc, au lieu de calculer le plus grand diviseur commun de DA et de B, on va calculer le plus grand diviseur commun de DA' et B'. Vous voyez? Donc, le K, il est en facteur. Le K, c'est C, pardon, parce que nous avons dit que le plus grand diviseur commun de A et B, c'est C. Donc, A est égal à C fois A' et B est égal à C fois B'. Donc, ici, on remplace A par CA', pardon, et B, on va le remplacer par CB'. Et donc, quel est le facteur commun? C'est C. Donc, on va faire sortir C. Qu'est-ce qu'il reste comme calcul? C multiplié par le plus grand diviseur commun DA' avec B'. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? B', il est premier avec A'. B', il est premier avec D. Parce que déjà, B', il divise B. Puisque B, il est premier avec D, donc B' aussi, il est premier avec D. C'est-à-dire B' est premier avec DA'. Voilà, d'après le premier résultat que j'ai rappelé, puisque B' il est premier avec D et B' est premier avec A', donc il est premier avec DA'. Et donc, le plus grand diviseur commun DA' et B', c'est égal à 1. Qu'est-ce qu'il reste dans le calcul? Il reste seulement C. Donc, le plus grand diviseur commun de DA avec B, c'est C. Donc ça, en fait, c'est une démonstration qui utilise les résultats du cours, mais on peut faire une démonstration, si vous voulez, plus ou moins directe. Donc avant de passer à une autre démonstration, vous me dites, est-ce que vous avez compris cette démonstration? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va voir d'une autre manière, si vous voulez. Alors, on cherche le plus grand diviseur commun de DA et de B. On va lui donner un nom. C'est-à-dire, ce plus grand diviseur commun qu'on cherche, on va lui donner un nom. Par exemple, on va l'appeler U. On cherche U qui est égal au plus grand diviseur commun de DA et de B. Voilà. Donc, ce U, en particulier, il divise B et il divise DA. Voilà. Il divise B et il divise DA. Alors, pour bien se fixer les idées, voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le fait que D et B sont premiers entre eux. On va utiliser le théorème de Bezout. Donc, si D et B sont premiers entre eux, qu'est-ce qu'on va dire? Il existe deux entiers alpha et bêta, tels que alpha D plus bêta B est égal à 1. Il faut noter parce que ça va se mélanger un petit peu. Donc, nous avons dit D et B sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Bezout, il existe alpha et bêta, tel que alpha D plus bêta B est égal à 1. C'est noté? Oui. 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 Alors, cette relation qui est égale à 1, on va la multiplier entièrement par A. C'est-à-dire alpha D plus bêta B égale à 1, on va multiplier à droite et à gauche par A. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir alpha AD plus bêta AB est égal à A. Oui. Voilà. Et donc, le U que nous avons noté au départ, nous avons dit il divise B, donc il divise AB. Et il divise AD.
Donc, cette formule, cette égalité où il y a alpha AD plus bêta AB est égal à A, qu'est-ce qu'on remarque? Le U qui divise le premier terme, il divise le deuxième terme, il va diviser A. Donc, U, on en déduit que U divise A. Et bien sûr, U divise B, parce que U, c'est le plus grand diviseur commun de B et de DA. Donc, il divise A, il divise B, donc il va diviser leur plus grand diviseur commun qui est égal à C. La deuxième méthode, je le dis seulement pour manipuler un peu vos idées, mais normalement, la démonstration, il faut utiliser le cours, c'est mieux. Parce que lorsqu'on utilise les résultats du cours, la démonstration est plus rapide. Si vous n'utilisez pas les résultats du cours, bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs étapes à faire. Donc, je résume ce que nous avons fait. Le plus grand diviseur commun de B et de AD, on l'a appelé U. Et d'après la formule de Bezout, multipliée par A, on remarque que U divise A. Donc, U divise A et U divise B. Chaque fois que vous avez un nombre qui divise deux autres, il va diviser leur plus grand diviseur commun. Ça, c'est un résultat. Donc, vous avez U qui divise B et qui divise A, il va diviser leur plus grand diviseur commun qui est C. Donc, on en déduit que U divise C. Qu'est-ce qu'il reste à démontrer? On va démontrer l'autre sens. On va démontrer que C divise U. Donc, si U divise C et C divise U, on va déduire l'égalité. Alors, le C, c'est quoi le C? C'est le plus grand diviseur commun de A et B. Donc, il divise A et il divise B. S'il divise A, il va diviser aussi AD. C'est très simple à vérifier. Donc, C divise AD et divise B. Donc, qu'est-ce qu'il va diviser? Leur plus grand diviseur commun qui est U. Donc, par cette méthode-là, on démontre que U divise C et C divise U, d'où l'égalité U est égale à C. Alors, si vous voulez, c'est-à-dire à tête reposée, vous refaites la première démonstration qui est la meilleure parce qu'elle utilise les théorèmes de cours facilement. Et vous pouvez aussi refaire la démonstration en se basant sur ces quelques idées, seulement pour bien manipuler le cours. Qu'est-ce qu'on fait dans le raisonnement? On ne fait que appliquer 2 ou 3 théorèmes, le théorème de Gauss et le théorème de Bezout. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais il faut bien répéter ces 2 démonstrations, et comme ça, vous êtes habitué à manipuler ces 2 théorèmes. Donc ça, c'était pour la question 3, c'est-à-dire la réponse, c'est C, qui est la réponse, la deuxième réponse. Donc, remarquez qu'à l'examen, vous n'êtes pas obligé d'écrire les démonstrations. Il faut réfléchir rapidement. On ne vous demande pas d'écrire la démonstration. Donc, vous pouvez réfléchir avec la méthode la plus rapide, la plus simple, pour obtenir le résultat ou pour deviner le résultat. Parce que parfois, pour avoir la bonne réponse, il suffit d'éliminer les mauvaises réponses. Comme on va le voir dans d'autres questions, vous avez des questions qui sont absolument fausses, c'est-à-dire les réponses qui sont clairement, ils sont fausses. Donc, vous les éliminez. Si vous éliminez les réponses fausses, s'il vous reste une seule réponse, donc c'est la réponse correcte. Parce que dans chaque question, il y a une seule réponse parmi les 6 réponses, il y a une seule réponse qui est correcte. Donc, la méthode de raisonnement dans les QCM, ici, en fait, c'est pas, on l'appelle pas QCM parce que les choix, même si les choix sont multiples, mais la réponse, elle est unique. Donc, le choix, il est unique de la réponse. Dans certaines méthodes d'examen, on fait 2 réponses correctes, 3, donc il faut cocher toutes les réponses correctes. Là, non. Il suffit de deviner quelle est la réponse correcte. Mais avant de deviner, il y a plusieurs façons. Il faut réfléchir. Vous ne pouvez pas vous aventurer et cocher n'importe quoi. Parce que celui qui coche n'importe quelle réponse, quelle est la probabilité pour qu'il ait la bonne réponse, d'après vous? شنو الاحتمال باش يكون عنده 1 sur 6. Voilà.
Je pense que vous avez fait la loi binomiale lorsque vous avez étudié les probabilités. القانون الحداني تنظن الاسم ديالو بالعربية. Lorsque vous répétez une expérience un nombre fini de fois, ici on répète le même exercice 10 fois. Si vous cochez au hasard, donc la probabilité pour avoir la bonne réponse, c'est 1/6. Mais si vous répétez l'expérience 10 fois, vous pouvez faire le calcul et voir quelle est la probabilité pour avoir la moyenne. Donc pour cette raison, l'examen, même apparemment s'il est facile, il faut réfléchir. Parce que quelqu'un qui ne réfléchit pas, la probabilité pour avoir la moyenne, est-ce que je vous le dis? Vous pouvez la calculer, mais je vais vous le dire. La probabilité pour avoir la moyenne en faisant des réponses au hasard, c'est 3/1000. Donc, il ne faut pas s'aventurer et prendre le crayon comme ça et cocher des réponses. Vous allez dire, je vais avoir de la chance pour avoir la bonne réponse. Donc, il vaut mieux réfléchir de la façon correcte, juste, et pour choisir la bonne réponse. Donc, celui qui répond d'une façon au hasard, il n'a pas beaucoup de chance pour avoir la moyenne. C'est-à-dire, il faut bien raisonner avant de poser la réponse correcte. Donc, avant de passer à la question 4, est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Très bien. De toute façon, nous avons tout le temps, Inch'Allah, pour revoir. Si vous révisez, si vous avez des questions, vous pouvez revenir et poser une question. Pas de problème. On va passer à la question 4. Là, vous avez un système, nettement, mais vous avez un système d'une autre nature. Vous avez un système, quelles sont les équations? On demande de trouver x et y, des entiers positifs, ici supérieurs à 1, tel que le plus grand diviseur commun est égal à 5 et le plus petit multiple commun c'est égal à 100. C'est ça le problème. Oui. Et on exige aussi que x soit inférieur à y. Pourquoi? Pour ne pas répéter les mêmes solutions. Parce que x et y ici, ils jouent un rôle symétrique. Si x, y solution, y, x aussi les solutions. Donc, pour cette raison, on va s'occuper seulement des solutions telles que x est inférieur ou égal à y. Donc là, la réponse, il est sur votre polycode. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois que vous allez utiliser le plus grand diviseur commun, toujours il faut lui donner un nom. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc, le plus grand diviseur commun de x, y, c'est égal à 5. Donc, on peut écrire x sous la forme 5u, et y sous la forme 5v. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne u et v sont premiers entre eux. Donc, on va refaire le système avec d'autres inconnus. C'est comme si on a fait un changement de variable. Donc, avec cette écriture, on peut écrire le plus petit multiple commun de la façon la plus simple. Donc, rappelez-vous, lorsque vous écrivez x, y de cette manière, le plus petit multiple commun, comment il s'écrit? C'est 5 fois u fois v. Donc ça, on l'a vu. Vous utilisez le plus grand diviseur commun pour exprimer l'expression de le plus petit multiple commun. Donc là, nous avons un système plus simple. Nous avons 5 fois u fois v est égal à 100. Ça veut dire que uv est égal à 20. Oui. uv est égal à 20, mais n'oubliez pas que u et v sont premiers entre eux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas choisir, par exemple, la réponse 2 et 10. Si vous donnez à u la valeur 2 et v la valeur 10, quel est le problème? 2 et 10 ne sont pas premiers entre eux. Donc, il ne faut pas oublier la condition u et v sont premiers entre eux. Et que u, il est inférieur à v. Donc, quelles sont les solutions? Vous avez deux solutions seulement. U 5 et 4. 5 et 4 et 1 et 20. Oui.
parce que 1 et 20 aussi, c'est une solution. Donc là, c'est un système, si vous l'écrivez bien, vous avez deux solutions, et donc la bonne réponse, c'est la réponse C. C'est la troisième réponse qui est correcte. Donc voilà, comme je vous ai dit, Inch'Allah, l'examen, ça va être un QCM et ça va être du même genre. Je ne vais pas m'éloigner de ce type d'exercice. Donc, je vous demande de répéter ces exercices-là. Donc, celui qui a bien compris la solution, Inch'Allah, il va avoir une bonne note à l'examen. Je ne vais pas m'éloigner de ce type d'exercice. Voilà, donc, comme ça, vous serez tranquille. Monsieur, Oui? Dis-moi. monsieur, comment on détermine précisément le nombre des solutions? Oui? شنو السؤال ديالك le nombre de solutions? Comment déterminer précisément le nombre de solutions dans cette équation? Dans cette... Parce qu'on peut, dans Oui. cette question, on peut conclure qu'on a trois solutions après. Mais quelle va être la troisième? Groupe 1 et 20. Oui, 1 et 20 est une solution. Voilà la première. Et 4 et 5, c'est la deuxième solution. Il n'y a pas d'autre. C'est 2 et 10. 2 et 10. 2 et 10 n'est pas valable. Pourquoi n'est pas valable? Parce que U et V vérifient une condition. U et V sont premiers entre eux. Et donc 2 et 10, leur plus grand diviseur commun, c'est 2. Donc ils ne sont pas premiers entre eux. Il ne faut pas choisir, dans la nouvelle expression du système, il ne faut pas choisir U et V non premiers entre eux. Parce que, comme j'ai dit au départ, nous avons changé X, Y par 5U, 5V. Mais quel est le changement? Oui, voilà, U et V sont premiers entre eux, il ne faut pas oublier. d'accord. Merci. Parce qu'en faisant ce changement de variable, on a gagné sur le terrain des informations. Les informations que nous avons gagnées, c'est que U et V, ils sont premiers entre eux. Donc, il faut bien réfléchir avant de choisir la réponse, parce que si vous ne résolvez pas le système, vous allez avoir des problèmes. On ne fait pas moins 1. Pour les gens qui répondent, qui donnent une réponse fausse, ils ont 0, tout simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas le système canadien. Donc, celui qui ne répond pas, il va avoir 0, c'est tout. Monsieur, Oui? est-ce que la question est de déterminer la valeur de x, y ou quoi? Ici, la question n'était pas de déterminer les valeurs des solutions, seulement le nombre de solutions. Est-ce qu'on peut utiliser la relation de le PGCD de x, y fois le PPCM de x, y est égal à la valeur absolue de x, y? Oui, vous pouvez l'utiliser, mais est-ce que ça va vous donner... ça va peut-être donner quelque chose. Essayons. Si vous multipliez le plus petit multiple avec le plus grand diviseur commun, ça va donner 500. Oui. 5 fois 100, c'est 500. Oui. 500, c'est égal à x fois y. Oui. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de ce moment-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que X égale à X fois. mais vous avez beaucoup de choses à vérifier. Parce que 500, c'est un nombre qui est très grand. Et pour chercher quels sont les entiers x, y, tels que x fois y est égal à 500, ça va être un peu plus difficile. Vous pouvez vérifier, pas de problème. عطونا 4 ديال الحلول نلقاو منهم حل واحد هو اللي صحيح. تبقى جوج الحلول ماشي 4. حيت الحل الصائب هو جوج. 4 في 125 و10 في 50. بلاتي قول لي كل واحد بوحدو باش نجربوه. شنو هو الحل الاول؟ 4 في 125. هذا ما كيحققش. 4 في 125 شنو ما تيحققش؟ ما كيحققش ديك النظمه. كيحقق لنا اكس فوا ايكغيك ايكال 500 ولكن ما كيحققناش ديك النظمه. اكزاكتومون. نمشيو ل 10 50 كيحقق لنا اكس
إيكال 500 كما كيحقق لنا شي ديك الندمة، ولكن إلا درنا 5% راه كيحقق لنا ديك الندمة وكيحقق لنا ديك إكس فوا إيكغيك. ولكن هذا يحل، واش هو الوحيد اللي كاين؟ واش ما نسيتيش شي حاجة واحدة أخرى؟ صغير هذا لقيتي. إذا هذه الطريقة هذه غتجعلك في واحد الشك من tu vas douter dans les solutions. Alors que la première méthode que je vous ai donnée, il vous donne exactement les solutions que vous devez avoir. Parce que la solution que vous avez dit, c'est la première solution de notre démonstration. Vous avez u est égal à 1, ça veut dire multiplier par 5 pour avoir x. Vous avez 5 et 100. Ça, c'est la première solution. Vous avez trouvé. Quelle est la deuxième solution que vous n'avez pas vue? C'est 5 fois 4, c'est 20 et 25. 20 et 25. C'est une solution aussi du problème. D'accord. Mais vous ne l'avez pas vue. Donc, il vaut mieux suivre une méthode précise pour ne pas oublier les solutions au cours du chemin. Là, nous sommes sûrs de la solution. Vous voyez? Donc, moi, je préfère cette méthode au lieu de partir à calculer. Je risque d'oublier quelque chose. En multipliant x par y est égal à 500, normalement, quelle est la méthode? D'une façon générale, il faut décomposer 500 en nombre premier. Parce que x fois y est égal à 500. Donc, en décomposant en nombre premier, vous allez pouvoir rapidement citer toutes les solutions possibles. Mais il ne faut pas laisser 500 comme ça, il faut la décomposer. Si vous la décomposez, 500, vous allez avoir 5 au carré, on a 5 au carré, oui, et 2 au carré. Ça, et ensuite, vous avez 100 ici. Vous avez 5 fois 5 fois 5, c'est x fois y. C'est 5 au carré. Donc, c'est 5 au cube fois 2 au carré. Donc, il faut décomposer. C'est 125 fois 4, c'est exactement ça. Fois 5. 5 au carré, 5 au cube, c'est 125. Fois 4, c'est 500. Donc, 5 au cube fois 2 au carré. Lorsque vous décomposez votre nombre 500, vous allez voir rapidement quelles sont les solutions de x et de y. Parce que x et y, n'oubliez pas, dans ce cas-là, ne sont pas premiers entre eux. Notre méthode, on a changé le problème, on a un autre problème où il y a u et v qui sont premiers entre eux. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Oui. Alors maintenant, on va aller à l'autre exercice suivant. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Il faut comprendre l'énoncé tout d'abord. L'exercice, nous avons un entier. Cet entier, il s'écrit sous la forme d'une puissance 4, quatrième. C'est-à-dire, c'est un nombre à la puissance 4. Donc, ça peut être 2 à la puissance 4, ça peut être 5 à la puissance 4, ça peut être n'importe quel nombre à la puissance 4. Et n aussi, c'est une puissance 6. C'est-à-dire, c'est un nombre entier à la puissance 6. C'est tout ce qu'on connaît pour ce nombre-là. C'est un nombre quelconque. On peut voir des exemples. Par exemple, si vous prenez 5 à la puissance 24, n c'est 5 à la puissance 24. 5 à la puissance 24. On peut l'écrire sous la forme 5 à la puissance 6 et le tout à la puissance 4. Donc c'est un nombre qui est puissance quatrième. Si vous changez les puissances, on va obtenir 5 à la puissance 4 et le tout à la puissance 6. Donc c'est un nombre qu'on peut écrire sous forme d'une puissance sixième. Donc la question, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous avez un nombre, n, qu'on ne connaît pas. Mais on peut l'écrire sous la forme a à la puissance 4. Et on peut l'écrire aussi sous la forme b à la puissance 6. Alors de ces deux écritures, ils vous disent, est-ce qu'on peut écrire ce nombre sous la forme c à la puissance 36, ou bien sous la forme à la puissance 24, à la puissance 16, à la puissance 12, à la puissance 10, à la puissance 8? Quelle est la réponse qui est correcte? Alors pour comprendre, avant de voir la démonstration,
Seulement, en donnant des exemples, vous pouvez éliminer plusieurs situations. Par exemple, si je vous donne, on prend toujours un exemple très simple, on prend n, c'est égal à 2 à la puissance 12. 2 à la puissance 12. Donc, est-ce que c'est un nombre qu'on peut écrire, un nombre à la puissance 4? Oui. Oui. Pourquoi? Oui, Oui. 2 à la puissance جوج 3, ثلاثة وسبعة. le tout à la puissance Voilà. 4. 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 4. Exactement. Est-ce qu'on peut l'écrire à la puissance 6? C'est la même chose. Oui. Oui. On peut l'écrire à la puissance 6. Mais ce nombre que nous avons pris, 2 à la puissance 12, est-ce que la réponse A elle est correcte, la première réponse? Est-ce qu'on peut l'écrire à la puissance 36? Non. Non. 2 à la puissance 12, je ne peux pas l'écrire un nombre à la puissance 36, ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'écrire à la puissance 24. Je ne peux pas l'écrire à la puissance 16. C'est-à-dire, moi, j'ai pris un exemple pour comprendre la situation. C'est-à-dire que les réponses que nous avons données ne sont pas toutes correctes. Donc, comment on va raisonner? Donc, cet exercice-là, vous allez apprendre une petite technique. Et vous allez l'appliquer ailleurs. C'est la question de puissance. Alors, lorsqu'il y a une question de puissance, on revient, pour voir la chose confortablement, on revient à la décomposition d'un nombre en nombre premier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Notre n, on va prendre cette décomposition. Cette décomposition, ça va être de la forme que vous avez sur la page 16. Vous avez la page 16. N est égal. Cette décomposition en nombre premier, parce que c'est un raisonnement général. Comment s'écrit un nombre entier d'une façon générale? Il s'écrit sous la forme P1 à la puissance quelque chose, P2 à la puissance, Pk à la puissance. Donc, c'est ça l'écriture générale d'un nombre entier. La même chose pour A. A, c'est un nombre entier, donc il va se décomposer en nombre premier. Et la même chose pour B. Donc, pour répondre à la question, on va venir à cette écriture et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, les conditions de cette question-là. Donc, ma première question, est-ce que vous avez compris la décomposition? C'est-à-dire, ça, c'est les résultats du cours. Un nombre, il s'écrit comme produit de nombre premier. Donc, N, voilà son écriture. A, voilà. B, voilà son écriture. Les puissances, elles sont différentes. Donc, si vous écrivez N est égal à A à la puissance 4. C'est quoi A à la puissance 4? A à la puissance 4, À la puissance de... 4 bêta 1, Pk à la puissance 4 bêta k, c'est-à-dire les puissances, ils sont multipliés par 4. Mais la décomposition en nombre premier, elle est unique. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer les puissances. Puisque n est égal à a à la puissance 4, qu'est-ce qu'on déduit? Que alpha 1 est égal à 4 bêta 1. Alpha 2 est égal à 4 bêta 2. Et alpha k est égal à 4 bêta k. Monsieur, C'est bien. Oui? vous pouvez Oui? répéter? J'ai pas compris. D'accord. À quel niveau vous n'avez pas compris? Est-ce que la décomposition en nombre premier ou lorsqu'on a exprimé n est égal à a à la puissance 4? Oui, exactement. Lorsqu'on a exprimé n égale à la puissance 4. D'accord. Pardon, je vais boire. Donc, a à la puissance 4, vous restez avec moi s'il vous plaît, la fille qui a posé la question. A à la puissance 4, c'est quoi? À quoi est égal en nombre premier? Parce que a, à quoi est égal a? C'est égal à P1 à la puissance bêta 1. P2 à la puissance bêta 2. Pk à la puissance bêta k. Donc, a à la puissance 4, c'est quoi? P1 à la puissance bêta 1, 4 bêta 1 Voilà. fois P2 à la puissance 4 bêta 2 jusqu'à PK Pk à la puissance. bêta K, 4 bêta K. Voilà. Donc, ce a à la puissance 4, c'est égal à n.
d'après les hypothèses. N est égal à A à la puissance 4. Donc le N, il s'écrit de deux manières différentes. Il s'écrit P1 à la puissance alpha 1 jusqu'à la fin. Il s'écrit aussi P1 à la puissance gat bêta 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer les puissances parce que les nombres premiers sont les mêmes. Puisqu'il y a égalité de n avec a à la puissance 4, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la puissance alpha 1, c'est égal à 4 bêta 1. Est-ce que cette étape, c'est là que vous n'avez pas compris? Oui, c'est bon, monsieur, merci. C'est bon. C'est-à-dire, on compare les puissances jusqu'au dernier, c'est-à-dire tous les alpha i sont égaux à 4 bêta i. Mais lorsque je dis alpha i est égal à 4 bêta i, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que 4 divise alpha i. Alpha i est égal à 4 bêta i, ça veut dire que 4 divise alpha i. La même chose, on va faire avec la puissance 6, puisque n est égal à b à la puissance 6. B, on l'a. Lorsque vous allez faire à la puissance 6, vous allez avoir les gamma i qui sont multipliés par 6. Si vous comparez n et b à la puissance 6, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que alpha 1 est égal à 6 gamma 1. Alpha 2 est égal à 6 gamma 2. Et on en déduit que 6 divise aussi alpha i. Donc, notre alpha i, il est divisible par 4 et par 6. Là, il ne faut pas faire l'erreur. Lorsque vous avez 4 divise alpha, 6 divise alpha, qu'est-ce qu'on va déduire? On ne va pas dire 24, que le plus petit multiple commun de 4 et 6 qui va diviser alpha. Il ne faut pas dire 24 va diviser alpha. Ce n'est pas vrai. Parce que 4 divise 12 et 6 divise 12. On ne peut pas dire que 24 divise 12. Le résultat que vous devez apprendre, si vous avez 4 divise alpha et 6 divise alpha, tout ce que vous pouvez dire, c'est que le plus petit multiple commun de 4 et 6, qui est 12, il va diviser alpha. Et donc, on en déduit que tous les alpha i sont des multiples de 12. On peut éliminer 16 et 10. On multiplie tout. Même à la puissance 24, il faut l'éliminer parce que il faut aller dans les deux sens, parce que c'est une équivalence. Oui. Lorsque 4 et 6 divisent les alpha i, on peut dire que 12 divise alpha i. Mais il faut aller dans ce sens-là. Mais si 36, on n'a pas besoin d'avoir 36 qui divise les alpha i. Parce que dans le sens direct, 4 divise quelque chose et 6 divise quelque chose, tout ce que vous pouvez dire, c'est que 12 divise alpha i. Bien sûr, si vous prenez 36, c'est une bonne réponse, mais elle n'est pas équivalente. Il faut revenir à l'exemple que nous avons vu au départ de 2 à la puissance 12. Donc 2 à la puissance 12, il vérifie toutes ces conditions, mais on ne peut pas l'écrire sous la forme c à la puissance 36. Donc la réponse, c'est dans les deux sens. Donc voilà, la réponse, c'est chaque fois que vous avez un nombre qui est une puissance quatrième et en même temps une puissance sixième, tout ce qu'on peut dire, c'est que n est une puissance de l'ordre de 12. Bien sûr, n est égal à C36, on peut l'écrire sous la forme a à la puissance 4, b à la puissance 6, dans le sens inverse. Mais dans le sens direct, on ne peut pas dire que ce n-là, c'est une puissance 36. Bien sûr, il faut répéter ce raisonnement à tête reposée. Quelle est l'idée principale? C'est traduire les puissances, non pas sur a et n, mais le traduire sur la décomposition en nombre premier. Et comme ça, on voit bien la traduction de dire que n est un carré. Par exemple, parmi les problèmes, un nombre entier, on dit que c'est un carré parfait. Quelle est la définition? Un nombre est un carré parfait s'il est le carré d'un nombre entier. Par exemple, 10, est-ce que c'est un carré parfait? Non. Non. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours possible d'écrire un nombre sous la forme d'un carré. Et donc,
Quels sont les carrés parfaits? Comment trouver les carrés parfaits? C'est la méthode que nous avons faite ici. C'est-à-dire, vous prenez un nombre, vous le décomposez en nombre premier. S'il est égal à un carré, ça veut dire que 2 va diviser toutes les puissances. Toutes les puissances vont être divisibles par 2. Oui. C'est ça, les carrés parfaits. Il faut que la décomposition en nombre premier, les puissances soient toutes les puissances soient divisibles par 2. Sinon, ça ne va pas être un carré parfait. Alors, la conclusion de ce que nous avons dit, c'est la suivante. Le problème de puissance, il faut le traduire sur la décomposition en nombre premier. C'est là où on peut voir bien les choses. On va avoir un autre problème. Par exemple, un cube parfait. C'est quoi un cube parfait? C'est un nombre que je peux écrire sous la forme d'une puissance 3. Oui. Donc, d'après vous, si vous avez bien compris le raisonnement, à quelles conditions un nombre est une puissance troisième? Si 3 divise Les puissances de la décomposition. Oui. Voilà, exactement. Maintenant, nous sommes d'accord. Et c'est ça l'objectif de cet exercice, c'est de comprendre cette idée principale. Chaque fois qu'il y a un problème de puissance, il faut revenir à la décomposition en nombre premier et traduire ceci sur les puissances de la décomposition. Voilà, mes amis. Donc, on va passer à la question 5. Vous avez toujours la force de suivre, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce qu'on fait une séance complète et ça, c'est bien. Ça demande du courage, de la force et on va aller très bien. Parce que, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va commencer la théorie des ensembles. Je vais essayer de préparer une vidéo qui va introduire, comme j'ai fait pour l'arithmétique. Je vais essayer de le faire ce week-end. Et je vais vous l'afficher dans la plateforme et je vais l'envoyer aussi sur les groupes. On verra ça, Inch'Allah. Je vais faire mon possible. Donc, la question 5. La question 5, vous avez un nombre aussi qui est très, très grand. C'est 3 à la puissance 25 plus 8 à la puissance 25. Donc, dans cet exercice, il peut devenir plus ou moins difficile suivant les puissances qu'on choisit. Au lieu de choisir 3 à la puissance 25 et 8 à la puissance 25, je peux choisir une autre puissance, 8 à la puissance 40, par exemple. C'est possible. Mais là, le fait qu'il y a les mêmes puissances, à la puissance 25, à la puissance 25, ça permet de réfléchir à une identité remarquable. Il y a une identité remarquable, oui. Oui, dis-moi. C'est que A أس إن زائد بي أس إن على بغينا نديرو ديك أ زائد بي عامل ديك اللعيبة الطويلة. إن خصو يكون عدد فردي ولا Exactement. دايما خصو يكون عدد فردي. Exactement. C'est-à-dire, pour plus, c'est-à-dire A à la puissance n plus B à la puissance n, pour la factoriser, on demande que n soit impair. Mais si vous avez la différence, si vous avez A à la puissance n moins B à la puissance n, on peut toujours le faire. C'est-à-dire A à la puissance n moins B à la puissance n, c'est toujours égal à A moins B multiplié par les labels de côté là. Donc ça, mais pour la somme, il faut que les puissances soient impaires, comme ici. Nous avons 25 qui est impair. Donc 3 à la puissance 25 plus 8 à la puissance 25, on peut utiliser une identité remarquable et répondre rapidement à la question. Par quoi on peut factoriser? Par 3 plus 8. Si vous factorisez par 3 plus 8, c'est 11, donc on en déduit que 11 divise n. Ça, c'est la méthode rapide. Mais il y avait, nous avons de la chance dans cet exercice parce que c'est les mêmes puissances, 25, 25. Mais si les puissances étaient différentes, on doit réfléchir directement. Donc, quelle est la deuxième méthode? La deuxième méthode, on va remarquer certaines choses.
Par exemple, il y a le 3 et le 8. Le 8 qui dit 8 divise, ça veut dire au moins 2 divises. C'est-à-dire, si 8 divise un nombre, bien sûr, 2 divise ce nombre-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 3, il divise 3 à la puissance 25, bien sûr. Donc, s'il divise n et il divise 3 à la puissance 25, il doit diviser 8 à la puissance 25. Mais 3 ne divise pas 8. Donc, ne divise pas 8 à la puissance 25. Et donc, 3 ne peut pas diviser n. Déjà, on peut éliminer certaines réponses qui sont clairement fausses. Le 3 ne peut pas diviser n, parce qu'il ne divise pas 8. La même chose pour 2. 2 ne peut pas diviser n, parce que s'il divise n, il divise 8, il va diviser 3, et ce n'est pas vrai. Donc, chaque diviseur où il y a 3 ou 2 n'est pas valable. Par exemple, 3 à la puissance 8 ne peut pas diviser n, parce que 3 ne divise pas 3 à la puissance 8. 8 ne peut pas diviser n. La même chose pour la réponse E et F. Donc, quelles sont les réponses possibles qui restent? C'est seulement 5 divise n et 11. Nous, on sait déjà que 11, c'est la réponse correcte, mais comment on la voit? Qu'est-ce que ça veut dire 5 divise n par la congruence? Parce que là, on peut utiliser seulement la congruence, parce que les nombres, ils sont très grands. Je ne peux pas m'aventurer à diviser n par 5. C'est juste la congruence. Qu'est-ce que ça veut dire 5 divise n? Ça veut dire que 5 modulo n. Ça veut dire que n, il est congru à 0 modulo 5. Ah, ok. Oui. 5 congru à 0, n congru à 0 modulo 5, ça veut dire que 5 divise n moins 0. Et donc, pour répondre à la question C ou D, il faut chercher la congruence de n modulo 5, ou bien de n modulo 11. Si tu as de la chance, si tu commences par D, tu vas trouver que la congruence est 0, et donc 11 divise n. Sinon, si tu commences par 5, c'est la même chose. Tu trouves que n n'est pas congru à 0 modulo 5 et tu vas choisir l'autre réponse. Ce n'est pas la peine, parce que tu sais déjà qu'il y a une réponse correcte. Donc, on va voir, par exemple, la réponse, est-ce que 5 divise ou ne divise pas? Maintenant, vous êtes habitué à calculer la congruence. Donc, si vous regardez sur la page 16, on calcule la congruence de n modulo 5. Qu'est-ce qu'on trouve? Vous avez 3 à la puissance 25, c'est congru à 3 modulo 5. Et 8 à la puissance 25, c'est congru à 3 modulo 5. Donc, si vous faites la somme, vous allez obtenir n, il est congru à 1 modulo 5. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que 5 ne divise pas n. Parce que s'il divise n, on doit avoir un résultat n congru à 0 modulo 5. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, par cette méthode, on a éliminé certaines réponses, les 5 réponses qui sont fausses. Il reste seulement la réponse 11. Si vous commencez par 11, vous pouvez le faire chez vous. Vous cherchez la congruence de n modulo 11. Ce n'est pas difficile. Comment chercher la congruence de n modulo 11? Vous commencez par 3 à la puissance 25. Ensuite, vous faites 8 à la puissance 25 modulo 11. Et vous faites la somme. Vous allez trouver n congru à 0 modulo 11, et donc vous déduisez que 11 divise n. Vous voyez ici, c'est des exercices qui ne sont pas difficiles, mais ça demande quand même un savoir. Celui qui n'a pas assisté au cours de l'arithmétique, il ne va rien piger. Donc, il faut bien connaître ces petites techniques, parce que moi, je me suis concentré sur quelques petites techniques qu'il faut mettre dans la tête et qui sont suffisantes pour le moment. Celui qui va se spécialiser après dans l'arithmétique ou bien dans la cryptographie, il va approfondir ses études. Alors, pour cette question, est-ce que vous avez des remarques? Monsieur, Oui. je ne comprends pas la première méthode. L'identité remarquable. Oui. Alors, voilà. Vous savez que vous avez vu déjà certaines identités remarquables. Par exemple, A3
a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Est-ce que vous connaissez cette identité? A au cube moins b au cube. Est-ce que vous n'avez jamais vu de telle identité? A au carré moins b au carré. Est-ce que vous connaissez la réponse? Oui. Oui. C'est quoi A au carré moins b au carré? Et c'est A au A moins B carré fois A. moins de AB C'est A moins B, facteur plus A au BA. carré plus A moins AB B. plus B au carré. Non, non. Non, c'est A au carré moins b au Non. carré, c'est facile. Wow. C'est A moins b A moins fois B A fois plus A b. plus A moins B Non, facteur A plus B. Mais monsieur, C'est pas grave. je parle Oui. à propos de A à la puissance 3 moins B à la puissance 3. C'est Ah, A moins d'accord. B facteur A au carré Voilà. plus Oui. AB plus B au carré. Voilà, exactement, c'est vrai. Alors, ce genre d'identité, il a une généralisation. Vous pouvez vérifier facilement que A à la puissance n moins B à la puissance n, c'est-à-dire pour n égale à 2, 3, 4, 5, ce que vous voulez, c'est égal à A moins B multiplié par une quantité qui est égale à A à la puissance n moins 1 plus, chaque fois, vous enlevez une puissance de A et vous l'ajoutez à B. A à la puissance n-1 plus A à la puissance n-2 fois B. Parce que j'ai enlevé une puissance de A, je l'ajoute à B. Plus A à la puissance n-3, B au carré. Jusqu'à le dernier terme qui est égal plus B à la puissance n-1. Alors, cette identité, vous pouvez la vérifier facilement par calcul. Vous avez A, vous multipliez par le terme, moins B multiplié par le terme, vous allez trouver exactement A à la puissance n moins B à la puissance n. Donc ça, c'est une identité valable, toujours, avec moins. Maintenant, comment retrouver avec plus? Il suffit de changer B avec moins B. Ou bien, monsieur, on peut faire le binôme de Newton. Le binôme de Newton, c'est autre chose, c'est une autre identité. C'est A plus B à la puissance n. Ça, c'est une autre façon. Ce n'est pas le binôme de Newton, c'est une autre identité. Alors maintenant, l'identité que je vous ai dit, A à la puissance n moins B à la puissance n, pour bien comprendre, on va faire avec n égale à 3. A à la puissance 3 moins B à la puissance 3, c'est égal à A moins B. Quel est l'autre terme? C'est A au carré plus AB plus B au carré. C'est la même chose pour, au lieu de 2, vous mettez 4, 5, 6, 7, c'est la même chose. Toujours, vous trouvez le même résultat. Donc ça, c'est une identité qui est bien. Il faut l'apprendre par cœur. Ça sert beaucoup. Quelle est l'autre identité avec plus? Il suffit de changer B avec moins B. Au lieu d'avoir moins B à la puissance n, on va faire moins, au lieu de B, moins B. Moins B à la puissance n. Mais pour que ça marche, il faut que la puissance soit impaire. Parce que si la puissance elle est impaire, moins B à la puissance n, qu'est-ce que ça va vous donner? Le moins va sortir. Oui. Donc, vous allez avoir moins et le B tout seul à la puissance n. Donc, le moins avec le moins, ça va devenir plus. Donc, si vous connaissez l'identité que vous avez sur le... je l'ai écrit sur la page 16. Vous avez l'identité. Comment on obtient cette identité? On obtient de la même façon avec l'autre. Donc, la vérification, c'est juste un calcul. Par exemple, A à la puissance 25 est égal à plus B à la puissance 25 est égal à ça. Il suffit de faire le calcul. C'est-à-dire A multiplié par tout ce que vous avez, plus B, tout ce que vous avez. Vous avez fait avoir des éliminations, et vous allez retrouver A à la puissance 25 plus B à la puissance 25. Donc, ce genre d'identité, la formule du binôme, c'est bien de les apprendre par cœur pendant vos études parce que ça peut servir. Alors, est-ce que vous avez besoin d'une autre explication ou bien ça marche? Monsieur, je n'ai pas compris comment vous trouvez que n est égal à 11 fois s. Pourquoi 11 divise n? Oui. Alors, c'est bien. Plus il y a de questions, plus la compréhension, il marche très bien. Donc, c'est toi, reste avec moi sur le micro. Comment déduire que 11 divise n? Alors, voilà ce qu'on va faire.
on va chercher la congruence de n modulo 11. Donc, n, il y a deux termes. Il y a 3 à la puissance 25 et 8 à la puissance 25. On va faire le calcul de la congruence de 3 à la puissance 25 modulo 11. Quelle est la technique pour faire cette congruence? Je m'adresse à celui qui a posé la question. Comment calculer la congruence de 3 à la puissance 25 modulo 11? Voilà. Par quoi on commence? On commence par 3 à la puissance 4. Très bien. 3 à la puissance 4, c'est quoi? C'est 81. 81, oui. Quelle est la congruence de 81 modulo 11? C'est 1. Modulo 11, c'est 4, non? Ah oui, c'est 4. C'est 4, parce que c'est 7 fois 11 plus 4. Tu es d'accord? Oui, oui, je suis d'accord. C'est 4. Très bien, modulo 11. Alors, il faut arriver d'une certaine manière à 1 pour faciliter le calcul. Alors, si vous multipliez encore A, c'est très bien. 3 à la puissance 5. On multiplie ceci par 3. Donc, 3 fois 4, c'est combien? C'est 12. Oui. Et 12, elle est congrue à quoi? Congrue à 1. Voilà, c'est gagné. Une fois que vous tombez sur 1, vous avez gagné. Pourquoi vous avez gagné? Parce que le calcul va devenir plus simple. Donc, comment arriver à 25? Vous avez 3 à la puissance 5. Comment arriver à la puissance 25? On fait le tout à la puissance 5. On fait tout à la puissance 5. Donc, vous avez 3 à la puissance 5, le tout à la puissance 5. Donc, c'est 3 à la puissance 25. Quelle est la congruence? C'est 1 à la puissance 5. Parce que vous savez que la congruence, elle est conservée par la puissance. Donc, nous sommes partis de 3 à la puissance 5, il est congru à 1. Donc, vous élevez tout à la puissance 5, qu'est-ce qu'on trouve? 3 à la puissance 25, il est congru à quoi? À 1. À 1. Alors, je reviens à celui qui a posé la question parce qu'il ne parle pas, parce que je veux qu'il comprenne. Non, mais si Alors, j'ai compris. Tu as compris, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on revient maintenant, quel est l'autre terme? C'est 8 à la puissance 25. On va faire la même chose. Alors, 8 au carré. 8 au carré. يلا شكون اللي عارف الضرب؟ À quoi est égal 8 au carré? 64. 64. 64, quelle est sa congruence modulo 11? C'est 9. C'est 9. Moins 3. 9 ou moins 3, c'est moins 2. 9, c'est congru à moins 2, comme vous voulez. Ou bien vous laissez 9, ou bien c'est moins 2, comme vous voulez. Parce que 9, il est congru à moins 2 modulo 11. Donc 9 n'est pas facile. On va ajouter, on va multiplier. On va faire 8 à la puissance. Alors, 81. On va faire 8 à la puissance 3. Alors, 8 fois 9, c'est combien? C'est 72. Et quelle est la congruence de 72 modulo 11? C'est 6. C'est 1. C'est 72, 6. c'est 6. Parce que c'est quoi 72? 5. Non? 66, c'est 66 plus 6. Parce que 72, c'est égal à 6 fois 11 plus 6. Donc, la congruence, c'est 6. Nous sommes encore loin. Alors, on va faire à la puissance... alors, qu'est-ce qu'on peut faire? 6 fois 9. Ah, très bien, 6 fois 9. C'est quoi 6 fois 9? 54. 54. Et 54, il est congru à moins 1, modulo 11. Donc, 8 à la puissance 5, il est congru à 54, et 54, c'est congru à moins 1. On a gagné. Vous voyez, on le fait tout doucement.
Vous avez 8 à la puissance 5, il est congru à moins 1. Parce que 54, il est congru à moins 1. Vous regardez la définition. Parce que 54 moins 1, c'est 55. C'est 5 fois 11. Et donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire maintenant? On fait tout à la puissance 5. Voilà. Donc, on va avoir 8 à la puissance 25, il est congru à moins 1, parce que moins 1 à la puissance Modulo 5, 11. 11. Et maintenant, on revient à notre fameuse n. Donc, n, c'est la somme. Donc, le 3, il nous a donné 1. Le 8, il nous a donné moins 1. Donc, 1 moins plus moins 1, c'est 0. Donc, nous avons trouvé que n, il est congru à 0 modulo 11. Qu'est-ce que ça veut dire par définition? Ça veut dire que 11 divise n. Divise n. Voilà. Alors, est-ce que tu as compris? Celui qui a posé la question. Oui, monsieur, totalement. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on apprend dans ces exercices? La manipulation des quelques informations que nous avons apprises dans le cours. La congruence. Vous savez, la congruence, c'était une définition facile, mais les propriétés sont énormes. Vous voyez comment on joue avec les nombres, avec la congruence? Celui qui n'a pas ces formules, celui qui n'a pas ces notions-là, il ne peut pas jouer comme nous. Et celui qui connaît plus, il va jouer mieux que nous. Très bien. Donc, c'était pour la question 5. La question 6. Qu'est-ce qu'on va faire dans la question 6? C'est un calcul du plus grand diviseur commun. Algorithme de Euclide. Voilà. Vous suivez l'algorithme d'Euclide tout simplement. Donc, si vous suivez l'algorithme d'Euclide, pour la question, nous avons dit pour la question 6, vous trouvez 105. C'est le dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide. Oui. Et donc, ça, j'espère que vous avez compris l'algorithme d'Euclide. Ce sont des divisions euclidiennes successives. Donc, il n'y a rien à démontrer. Il faut suivre la technique. Vous allez avoir la réponse. Et à l'examen, vous allez avoir sûrement, Inch'Allah, une question comme ça. Vous avez deux nombres, calculez le plus grand. Dans quel but? Pour savoir, l'étudiant qui a fait l'algorithme d'Euclide, celui qui ne l'a pas compris. L'étudiant peut réfléchir d'une façon intelligente, il va dire, je vais chercher est-ce que ça divise pas. Mais est-ce que c'est suffisant? Si vous trouvez que 15 divise A et 15 divise B, est-ce que vous allez déduire que c'est le plus grand diviseur commun? Non, c'est juste un diviseur commun. Parce que nous, qu'est-ce qu'on cherche? Le plus grand diviseur commun. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour une méthode intelligente? Il va chercher parmi ces nombres-là quels sont les diviseurs de A et de B, les diviseurs communs. Et qu'est-ce qu'il va prendre à la fin? Le plus grand. Celui qui ne connaît pas l'algorithme d'Euclide, s'il est intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher parmi ces nombres-là quels sont les diviseurs. Il va prendre le plus grand, mais il n'est pas très intelligent. Pourquoi? Comme ça. Là, ma chère Tatouela, le raisonnement, il peut être faux. Pourquoi? Il se peut que ces nombres-là, il y a deux diviseurs, d'accord? Mais le plus grand des nombres que j'ai donnés n'est pas le plus grand diviseur commun. La réponse, c'est la 6. Toutes les réponses précédentes sont fausses. Supposons que 15 et 105 sont deux diviseurs de A et de B, donc diviseurs communs. Il va dire, bon, je vais choisir le plus grand, 105. Mais en supposant que j'ai donné le plus grand diviseur commun, il se peut que tous ces nombres-là ne représentent pas le plus grand diviseur commun. Le plus grand diviseur commun, je ne l'ai pas écrit ici. Et donc, sa réponse va être fausse. Donc, quelle est la meilleure méthode pour répondre à ceci? L'algorithme d'Euclide. C'est l'algorithme d'Euclide. Il va suivre l'algorithme, il va être sûr de sa réponse. Voilà. Donc, il ne faut pas suivre une autre méthode que l'algorithme d'Euclide. Parce que, comme j'ai dit, il se peut que la réponse qui est correcte, c'est la 6. Et là, il va rater la réponse correcte.
Très bien. On va passer à la question 7. بروف كيفاش غادي نديرو لهذا الالغوريثم داك؟ اسمح لي, j'ai pas entendu. Dis-moi. كيفاش غادي نديرو لهذا الالغوريثم داكليد؟ À quoi ça sert? كيفاش؟ حيتاش ما عرفتش كيفاش زعما غادي نخدموها. Oui, mais ça c'est le début du cours. L'algorithme d'Euclide, c'est la première technique. Vous pouvez l'apprendre dans la vidéo que j'ai donnée, la première vidéo, ou bien dans les séances précédentes. L'algorithme d'Euclide, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le répéter comme ça, mais vous n'allez pas comprendre tout de suite, parce qu'il faut voir les leçons précédentes. Ah, je peux pas, c'est-à-dire si je le fais maintenant, je vais refaire tout le cours. Donc, il vaut mieux que tu regardes la technique d'Euclide, l'algorithme d'Euclide. La prochaine séance, si tu n'as pas compris, tu poses la question et on va refaire les explications. D'accord? Ok, prof. La question 7. Qu'est-ce qu'on demande? Le reste de la division euclidienne de A par B. Quelle est la méthode qu'on choisit toujours pour le reste? La congruence. La congruence, exactement. La congruence, c'est la meilleure façon. Moi, j'ai donné sur le polycope une autre méthode, vous pouvez la voir, mais on va faire la congruence, c'est mieux. Donc, vous cherchez la congruence de 5 à la puissance 20 modulo 125. Dans ce cas-là, c'est facile, parce que 5 au cube, c'est quoi? 5 au cube, c'est 125. 125. Donc, elle est congrue à quoi? Elle est congrue à 0. 0. Modulo B. Et donc, 5 à la puissance 20, il est congrue à 0 modulo B. Donc, pour le premier terme, c'est facile. Il n'y a pas de reste. Le reste, c'est 0. 450. 450, si vous faites la congruence modulo 125, qu'est-ce qu'on va trouver? 75. 450, elle est congrue à 75 modulo 125. Et donc, A va être congru à 75 modulo B, et c'est ça la réponse correcte. Voilà, c'est écrit dans la réponse. Alors, pour cette question, c'est bien? Oui. Très bien. Oui, monsieur. Oui. Oui. Alors, nous sommes arrivés à la question 8. Chercher le plus grand diviseur commun. Alors, toujours, c'est l'algorithme d'Euclide. Alors, les étudiants qui n'ont pas vu au départ l'algorithme d'Euclide, je leur demande de voir la vidéo, c'est bien expliqué, et ils regardent le cours aussi, c'est pas difficile. La prochaine fois, s'ils n'ont pas bien compris, je vais leur refaire cette technique-là, parce qu'elle est intéressante. Elle est fondamentale dans l'arithmétique. Donc, la question 8, pour chercher ce plus grand diviseur commun, on va appliquer la méthode d'Euclide, l'algorithme d'Euclide. Donc, ça consiste à quoi faire? À faire la division de D, 7 à la puissance 80 plus 2. Il faut faire la division avec 15. Mais est-ce qu'on a besoin du quotient, du résultat, ou bien on a besoin seulement du reste? Seulement du Dans reste. l'algorithme d'Euclide. On a besoin seulement du reste. Et puisqu'on a besoin du reste, On peut faire la congruence. la congruence, c'est la meilleure façon. Donc la congruence, il y a une autre méthode, vous pouvez la voir dans le polycope, mais la meilleure façon, c'est de voir, c'est ce qu'on a fait dans le polycope, exactement. On a cherché la congruence, non, oui, c'est ça ce qu'on a fait, non, c'est pas ça. C'est une autre façon, on a fait avec 3 et avec 5, et puis on a conclu. Mais on peut le faire directement avec 15. Donc, quelle est la congruence de 7 à la puissance 80 plus 2 modulo 15? Donc, il y a deux termes. Il y a le 2, c'est évident, mais il y a 7 à la puissance 80. Donc, il faut faire la même démarche.
C'est quoi 7 au carré? 49. 49. Et donc, qu'est-ce que ça donne? 7 au carré, c'est 49. 49, il est congru à quoi, modulo 15? 4. Ensuite, on va faire tout ça au carré. 7 à la puissance 4. Il est congru à 4 à la puissance 2. C'est 16. C'est 1. C'est 1. Très bien, on a gagné. On a trouvé que 7 à la puissance 4, il est congru à 1 modulo 15. Et maintenant, nous avons besoin de 80. Donc, quelle est la puissance qu'on va prendre? 20. 20. 20. 20. Voilà, donc 7 à la puissance 80, il est congru à 1 modulo 15. On ajoute. Maintenant, on ajoute 2, 7 à la puissance 80 plus 2, il est congru à 3 modulo 15. Oui. Donc, quel est le reste? Le reste de la division de ce nombre, c'est 3. Donc, le reste, c'est 3. Ça, c'est la première étape de l'algorithme d'Euclide. Quelle est la deuxième étape? On fait la division de 15 par 3. Donc, 15, c'est égal à 5 fois 3 plus 0. On a trouvé un reste nul. Donc, quel est le principe de l'algorithme d'Euclide? Il vous dit que le plus grand diviseur commun, c'est quoi? C'est le dernier reste non nul. Donc, c'est 3. Et voilà, c'est ça la réponse. Donc, le plus grand diviseur commun cherché, c'est 3. C'était la 5e réponse. Ici, vous remarquez d'une façon claire que même si le cours, il n'y a pas beaucoup de résultats, mais celui qui ne connaît pas l'algorithme d'Euclide, qui ne connaît pas la congruence, les règles de la congruence, il va trouver des difficultés, bien sûr. Donc, je vous conseille de bien voir le petit cours que nous avons. Alors, enfin, on arrive à la question, parce que les autres questions, oui, il y a d'autres questions, on va les faire. Il y a la question 9. Qu'est-ce qu'il y a dans la question 9? Nous avons un nombre A qui est égal à 2 à la puissance 3, 5 au carré, 7 au cube. Et quelle est la question? Il faut chercher les diviseurs de A. Oui. Il faut chercher les diviseurs de A. Donc, les diviseurs de A, comment s'écrit un diviseur de A? On va penser seulement à son écriture décomposition en nombre premier. Puisque c'est un diviseur de A, comment s'écrit ce diviseur? N'importe quel diviseur. Il va s'écrire sous la forme 2 à la puissance, une puissance I, 5 à la puissance J et 7 à la puissance K. N'importe quel diviseur de A, il doit s'écrire sous cette forme-là. Quelle est la condition sur la puissance de 2? La puissance de 2, elle doit être comprise entre 0 et 3. La puissance de 5, c'est entre 0 et 2. Et la puissance de 7, il doit être Entre 0 et 3. Donc là, nous avons donné la forme de n'importe quel diviseur de A. N'importe quel diviseur de A, il doit s'écrire sous la forme 2 à la puissance I, 5 à la puissance J, 7 à la puissance K. Par exemple, si vous prenez I égale à 0, J égale à 0, K égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient comme diviseur? 1. 1. Si vous prenez donc le choix, chaque choix de I et de J et de K, il va nous donner un diviseur. Si vous prenez par exemple I égale à 1, J égale à 1, K égale à 1, vous allez obtenir un diviseur. Quel est ce diviseur-là? C'est 2 fois 5 fois 7, c'est 70. C'est 70. Donc, si on veut faire la liste de tous les diviseurs, il suffit de donner à I une valeur, J une valeur et K une valeur, et on va voir toutes les possibilités des diviseurs. Donc là, on ne va pas faire la liste, mais on va essayer de réfléchir. Quels sont les choix pour la puissance de 2? Il y a combien de choix? 4 choix. Je peux lui donner 0, 1, 2, 3. J'ai le choix total. Donc, il y a 4 choix.
Pour 5, il y a aussi 3 choix. La puissance de 5 peut être 0, 1, 2, 3. 3 choix. Et pour K, il y a 4 choix. Donc, j'ai une expérience à faire où il y a indépendante pour I, pour J, parce que le choix de I, de J, de K sont indépendants. Donc, j'ai 4 choix pour I, 3 choix pour J et 4 choix pour K. Donc, quel est le nombre total de choix possibles? C'est 4 fois 3 fois 4. Voilà. 48. Voilà. 48. C'est 48. Fois 3 fois 4. أستاذ Oui. إلا بغينا نحدوهم تختار مثلا تعملي واحد الطريقه منظمه باش اي وجي وكا تاخذهم كاملين. لقيت غير بحال 20 عاد تكون 20 عاد نسيتي. انا نعطيك واحد ولكن الطريقه باش تلقاهم كاملين. وين شنو هي الطريقه؟ غتعمل واحد لاباب لاحظوا أن فيها 3 كولون. تسمح لي انا نقول لك كيفاش تعمل. غتعمل واحد لو تابلو فيه 4 كولون. في الكولون الاولى غتعمل اي، غتكتب اي في الراس ديالها. الكولون الثانيه تعمل جي، لا كولون الثالثه تعمل كا. وهنا غناخذوا دي لو ديفيزور اللي غيخرج لنا. دونك اي شنو هي القيمه الاولى اللي يمكن لي نعطيه؟ 0. نعطيه 0. جي شنو هي القيمه الاولى اللي يمكن لي نعطيه للجي؟ 0. اي كا هو اللي غنبقاو نبدلو في هذا الاول. نخليو اي والجي فيكس 0 0 وكا نعطيوها القيم ديالها كاملين toutes les valeurs, c'est-à-dire 0 1 2 et 3. Donc remarquez, dans ce premier choix, nous avons 0 0 et K 0 1 2 3. Quels sont les diviseurs que j'obtiens? Lorsque je prends 0 0 0, c'est 1. Lorsque je prends I ou J, c'est toujours 0 et K qui change. Donc quel est le diviseur qu'on emploie dans la deuxième ligne? 1 et 2 et 3. Vous avez la puissance 0, 0 et 1. Donc c'est 7. Le 7 est un diviseur. Parce que j'ai pris I égale à 0, J égale à 0 et K égale à 1. Ensuite, K égale à 2. Quel est le diviseur que j'obtiens? C'est 7 au carré. Je vais le laisser comme ça, 7 au carré. Et le dernier diviseur dans ce cas-là, c'est 7 à la puissance 3. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais changer? J, je lui ai donné 0, je vais lui donner maintenant la valeur 1. Le I va rester, c'est-à-dire que ça, c'est la méthode ordonnée pour citer, pour ne pas oublier de diviseur. Je vais donner A, I reste 0, J égale à 1. Et qu'est-ce que je vais faire pour K? Je vais faire tous les K. C'est-à-dire K va prendre 0, 1, 2, 3. Combien de diviseurs je vais obtenir? 4 diviseurs. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour J? Je vais lui donner la valeur 2. I toujours 0 et K 0, 1, 2, 3. Combien de diviseurs jusqu'à maintenant j'ai obtenu? 4, 4, 4, 12 diviseurs. Maintenant, j'ai épuisé les cas pour I égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre I égale à 1. Donc, I, il prend 0, 1, 2, 3, et chaque fois, j'obtiens 12 diviseurs. Pour I égale à 0, j'ai 12 diviseurs. Pour I égale à 1, 12 diviseurs. Pour I égale à 2, pour I égale à 3. Donc, quel est le nombre total de diviseurs? C'est 48. Donc, oui, dis-moi. يمكن شي خدمة هكا نفترضوا أن عندها واحد القاسم هو كا تكافئ إيكال 0 بتردد كا. كنلاحظوا في الأول أن كا يمكن تاخذ القيم 1 2 4 5 7 8 10 وباستعمال ديك القاعدة ديال إيكال لا باش نتبع معك، اسمح لي باش نتبع معك هذه الطريقة خصنا نكونوا سور بلاص ولكن اللي تكون متأكد منه il faut être sûr d'une chose. Que la bonne méthode, on ne va pas oublier, c'est cette méthode-là. Je vais suivre ta méthode par la suite, et c'est sûr, on va découvrir là où tu as oublié les autres cas. Parce que la réponse correcte, maintenant, on la connaît. On connaît la méthode correcte, mais il peut avoir d'autres méthodes. Mais il doit donner le même résultat. Il doit donner 48. Ni plus, ni moins.
Si vous obtenez un résultat inférieur, ça veut dire que vous avez oublié. Alors, pour chercher l'endroit où vous avez oublié, il faut être concentré pour voir, suivre tous les cas possibles. Et je vais découvrir là où tu as oublié certains cas. Donc, essayez de vous rappeler de ça. Si vous voulez, il reste quelques minutes, ou bien on va arrêter. On va laisser les autres exercices 10, 11, 12 pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, les quelques minutes qui restent, vous pouvez poser des questions si vous voulez, si vous avez des questions. أستاذ في لا كيسيون 8 درت واحد الطريقة واحدة أخرى مابقاتش واش صحيحة. قول لي. Dis-moi. سبعة Oui. سبعة أوكاري إيكال 4 7 أوكاري إيكال 49 إيكال 4 بتردد 15. Yeah. 7 أوكاري لو تو أوكاري إيكال 16 بتردد 15 يعني 1 بتردد 15. Oui. يعني 87 إيكال 1 بتردد 15 نزيدو جوج في الطرفين تولي لنا 87 زائد جوج كتساوي لنا 3 بتردد 15. Ça, c'est pour la question, vous avez dit 8, n'est-ce pas? Oui. La question 8. Attends, on va. Donc, déjà, nous avons le résultat, on l'a calculé. Combien vous avez trouvé? 3. Donc, il y a une erreur. Modulo 15, c'est pas ça. Vous avez trouvé 3. Oui. Très bien, c'est comme ça qu'on l'a fait. Donc, ce nombre-là, il est congru à 3 modulo 15. Donc, est-ce que vous déduisez? درت 7 أوكاري إيكال 4 بتردد 15. Oui. 7 أوكاري لو تو أوكاري إيكال 16 بتردد 15 يعني 1 بتردد 15. Oui. 87 زيد يعني كتساوي 87 إيكال 1 بتردد 15. زيد جوج في الطرفين. Oui. كدينا 87 زائد جوج إيكال 15 إيكال 3 بتردد 15. Oui. تكافئ 87 زائد جوج كتساوي لنا 15 كا زائد 3. Exactement. Oui. هنا يمكن نديرو ديك لا رومارك اللي قلتي لنا في الاول ديال العيله كانت كتساوي لنا بي فوا كا زائد ار و ار تخالف زيرو فالقاسم المشترك اكبر بين ا و بي راه هو قاسم مشترك بين ا و ار. Exactement. هذا هو الالغوريثم دو كليد. Exactement. يعني قاسم مشترك اكبر بين 87 زائد جوج و 15 راه هو قاسم مشترك اكبر بين 15 و 3. Exactement. إيكال 3. Exactement. Donc, ça, c'est exactement l'algorithme d'Euclide. Donc, si vous avez vu l'algorithme d'Euclide, c'est exactement l'explication qu'on donne au plus grand diviseur commun. Très bien, c'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ustad, Oui. j'ai pas bien compris cette méthode-là. نعم؟ ما J'ai pas سمعتش. bien compris cette méthode-là. الهضرة ديالك ما مسمعهاش مزيان. J'ai pas bien compris cette méthode-là. La méthode de l'étudiant, Oui. c'est exactement la méthode d'Euclide. C'est l'algorithme d'Euclide que nous avons suivi dans la démonstration. C'est-à-dire, pour chercher le plus grand diviseur commun, on suit l'algorithme d'Euclide. C'est ces divisions euclidiennes successives. C'est tout. C'est-à-dire, lui, il a détaillé un peu, mais c'est exactement la méthode d'Euclide. La méthode d'Euclide qui vous dit, l'algorithme d'Euclide qui vous dit que le plus grand diviseur commun, c'est le dernier reste non nul. Mais c'est la même chose. Lui, il a exprimé à sa manière, mais c'est exactement la méthode d'Euclide. Merci beaucoup. De rien. Voilà, donc je vous remercie. Et notre prochain rendez-vous, ça sera Inch'Allah le mardi à 10h04. Merci pour votre